Tout à l'heure de cette polémique liée à l'annexion par Israël d'une bande de terre agricole d'1,5 km en Cisjordanie, eh bien les Palestiniens, eux, ont l'intention de déposer très prochainement un projet de résolution à l'ONU afin de rendre illégal l'ensemble des implantations israéliennes. Maxime Pérez. Nouvelle bataille diplomatique en vue pour Israël au Conseil de sécurité. À Jérusalem et Ramallah, on confirme que les Palestiniens travaillent à une résolution rendant illégales les implantations juives de Cisjordanie. Illégales au regard du droit international et constituant également un obstacle à la paix. Le sujet aurait été une première fois évoqué à Paris il y a quelques semaines lors d'une visite de Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinien. Laurent Fabius, son homologue français, n'y aurait pas été insensible. Et pour cause, le texte palestinien comporte des similitudes avec le projet de résolution français qui lui avait été présenté lors d'une réunion du Quartet en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans cette campagne, Ramallah mobilise également son négociateur en chef Saeb Erekat, chargé d'obtenir le soutien de la Ligue arabe. Il se serait d'ores et déjà entretenu avec son secrétaire général, Nabil El Arabi. Ce n'est pas la première fois que les Palestiniens tentent d'accentuer l'isolement de l'État hébreu, mais les responsables israéliens redoutent une volte-face de Laurent Fabius. Pressenti sur le départ du Quai d'Orsay, le chef de la diplomatie française pourrait céder aux pressions palestiniennes. Alors la question des implantations qui est redevenue, on va dire, au cœur du conflit israélo-palestinien, en tout cas ces derniers jours, avec la pression américaine notamment. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Amir Badran, vous êtes avocat ici à Yafo. Bonsoir à vous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors d'abord, ce statut des implantations qui est aujourd'hui, on va dire, remis sur scène, notamment par les Américains. Est-ce que la situation a changé pour que de nouveau, on en vienne à, on va dire, remettre cette question sur le devant de la scène? Non, ceux qui ont remis cette question sur le devant de la scène, on l'a vu, c'est cette initiative de l'OLP, de l'autorité palestinienne, d'essayer d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité sur la question des implantations. Pourquoi du Conseil de sécurité? Parce que sur cette question des implantations, il y a déjà des dizaines ou des centaines de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies dans lesquelles les Palestiniens disposent de ce qu'on appelle une majorité automatique. Or, les décisions de l'Assemblée générale n'ont pas force de loi en droit international. Seules les décisions du Conseil de sécurité font force de loi. Et c'est là que les Palestiniens veulent une résolution, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la résolution qui fait autorité du Conseil de sécurité sur le conflit israélo-palestinien, c'est la résolution 242, qui n'exige pas d'Israël un retrait aux lignes d'armistice de 1949, mais un retrait dont la profondeur doit être négociée contre un accord de paix. Donc ce que veulent en fait les Palestiniens, c'est faire de toute présence israélienne au-delà de la ligne verte un acte illégal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'après la résolution 242. Il semble calculer que la configuration actuelle du Conseil de sécurité leur est favorable et que s'ils arrivent à obtenir une majorité, les États-Unis seront obligés d'imposer leur veto et que les Palestiniens semblent également calculer qu'il n'est pas impossible que l'administration Obama, qui est dans sa dernière année et qui semble avoir baissé les bras dans la possibilité d'une paix négociée, peut-être qu'elle ne placera pas son veto au Conseil de sécurité. Amir Badran, toutes les implantations illégales en Cisjordanie, ça veut dire qu'on ne négocierait pas, on ne voudrait plus négocier là-dessus? Écoutez, négocier, normalement on négocie tout, surtout Israël, quand elle vient à la table des pourparlers, elle veut ouvrir tous les points, et même les choses acquises ne sont plus acquises quand on s'agit de relancer les pourparlers de paix. Maintenant, concernant les implantations, à vrai dire, il n'y a pas du nouveau. Au contraire, les choses vont de mal en pire pour les Palestiniens. Il y en a pas mal en Israël même, des Juifs qui trouvent dans les implantations le cancer de la société israélienne même, avant d'être le cancer de la société palestinienne, et ce cancer qui va mener à tuer tout espoir de paix entre les deux peuples, le peuple juif et le peuple israélien, et voire même aussi tuer le but de deux États pour deux peuples.
Et les implantations, en fait, rendent le but des Palestiniens pour un État durable et viable, en fait, pas possible. Pas possible, voilà. C'est comme ça que voient les Palestiniens la situation. Maintenant, les Palestiniens, depuis quelques années, trouvent cette action, cette politique de saisir la scène internationale concernant la cause palestinienne. Ils trouvent que cette lutte pour la libération du peuple palestinien doit être renforcée sur la scène internationale, mais surtout dans les institutions de l'ONU, voire la saisie de la Cour pénale internationale, voire les autres actions menées récemment par l'autorité palestinienne. Ouais. Donc, ouais, mais on voit bien, là, il y a eu cette semaine une pression très forte, les Américains qui s'exerçaient via l'ambassadeur américain en Israël. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, Emmanuel Navon, on met un peu plus la pression sur Netanyahou, qui s'en est d'ailleurs expliqué aujourd'hui à Davos? Pourquoi est-ce que les Américains choisissent le moment là précis? Je pense que du point de vue du gouvernement américain, comme je l'ai expliqué, c'est la dernière année de l'administration Obama. Le président Obama vient, la semaine dernière, de prononcer son dernier discours de l'Union, où il a voulu présenter le bilan de ses 2 mandats, et donc c'est son dernier discours. Il est clair que sur la question du Proche-Orient en général, et de Israël en particulier, il est très en deçà des buts qu'il s'était fixés au début de son premier mandat, à savoir qu'en dépit des efforts de l'administration américaine, il n'y a pas eu d'avancée sur le dossier israélo-palestinien comme nous le savons, et qu'il semble que dans cette dernière année, les Américains, peut-être, l'administration Obama peut-être, va essayer de faire un dernier effort pour débloquer la situation. Pour débloquer la situation, mais on sait aujourd'hui que les éléments en présence ne sont pas favorables. Même le chef de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog, a exprimé son scepticisme sur la possibilité d'arriver à un accord. Maintenant, la situation aujourd'hui, vous avez rappelé le discours de Dan Shapiro, l'ambassadeur américain, à la conférence de la NSS cette semaine. On voit que d'un côté, les Américains, dans le discours de l'ambassadeur, finalement partagent l'analyse, le diagnostic de Netanyahou sur la nature du Proche-Orient aujourd'hui, mais ne partagent pas son pronostic. Et il y a eu également une forte critique à la même conférence cette semaine, même de figures de droite, et je dirais surtout de figures de droite même, des membres du cabinet de Netanyahou, de Naftali Bennett, de Gideon Sa'ar, un ancien ministre du Likoud, qui est présenté aujourd'hui comme un rival potentiel de Netanyahou, qui disent l'analyse est exacte, mais il faut une politique. Et là, on voit qu'aujourd'hui, du côté de Netanyahou, il y a une absence, justement, de politique. Et lorsque les Américains disent, par la voix de Shapiro, « Dites-nous ce que vous comptez faire », on ne voit pas la réponse. Alors, effectivement, les Palestiniens rentrent dans ce... On sait que le pouvoir a horreur du vide. Pour eux, saisir la scène internationale, ce qui peut être une arme à double tranchant, bien entendu, parce qu'Israël aussi peut agir unilatéralement, et vous parliez par exemple de la Cour pénale internationale. Je vous rappelle que les crimes de guerre du Hamas, on sait ce qu'ils sont, donc les Palestiniens savent que c'est une arme à double tranchant. Mais il est vrai qu'il y a aujourd'hui un blocage qui est utilisé par les Palestiniens par le biais de l'ONU, et les Américains, l'administration américaine, dans sa dernière année, semble vouloir faire une dernière tentative. Ouais. Aujourd'hui, sur l'ambassadeur, si vous voulez, juste un mot, parce que je pense qu'il y a un point qui est très important à mentionner. Vous savez, l'ambassadeur Dan Shapiro est considéré un des plus grands amis en Israël. Et même lui, à un certain moment, là, quand il s'est prononcé dans son discours, il en a marre. Il en a marre à un tel point qu'il s'agit en fait d'une situation insupportable. Mais le gouvernement israélien continue à ignorer complètement ce que le monde entier est en train de demander à Israël, d'arrêter les colonisations, d'arrêter l'implantation, d'arrêter de construire dans ces implantations. Et il s'agit en fait d'une grande crise. Et quand on est en train de parler, par exemple, justement, regardez, Dan Shapiro est en train de parler d'une situation aberrante complètement, dans un État qui se considère démocratique, avec la démocratie qui a en tête la séparation des pouvoirs, et il est en train de mentionner une vérité qui est vue par tout le monde, mais que Israël refuse de voir.
qui est en fait l'implantation et l'existence de la discrimination à base de race et de nationalité. C'est-à-dire quand on est en train de parler de... Pardon, quand on est en train de... Il a parlé de 2 standards il législatifs. a parlé de 2 systèmes juridiques différents, que vous soyez israélien, juif, ou que vous soyez palestinien. Il a parlé aussi d'une... vous savez qu'en fait, pour les Palestiniens, le législatif, c'est l'armée israélienne. Et c'est ce qui je trouve complètement aberrant. Les tribunaux, il n'y a pas de palais de justice normaux comme on a partout ailleurs, comme en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Mais en fait, c'est une soi-disant juridiction où vous êtes jugé par des juges de l'armée. Lorsque des Palestiniens ils subissent des assauts à leur personne ou à leurs biens et qu'ils portent plainte devant la police, en fait, donc, vous trouvez qu'à plus de 90% des cas sont clos sans même amener quelqu'un en justice. Donc la situation devient de plus en plus grave et récemment, il y a 2 jours, on a même entendu la décision qui a été prise par le gouvernement qui dit le gouvernement israélien confisque 150 hectares de terres près de Jéricho en Cisjordanie, des terres palestiniennes, et qui sont considérées par l'État israélien comme terres israéliennes. Donc c'est un vol en plein jour et que les Palestiniens ils sont avec les mains accablées, ils peuvent rien faire. Et le seul recours qu'ils sont en train de trouver depuis quelque temps, c'est en fait saisir la scène internationale, l'ONU. D'ailleurs, les résolutions de l'ONU, on a tellement de résolutions de l'ONU qui sont en faveur du peuple palestinien, qui condamnent la politique israélienne, mais rien ne se fait l'État israélien s'en fout complètement. Bien entendu, de nombreuses inexactitudes. Vous avez parlé des résolutions de l'ONU. Il y a effectivement des centaines, voire des milliers de résolutions de l'Assemblée générale. Pourquoi ? Parce que depuis les années 60, les pays arabes, par le biais du groupe islamique, ont une majorité automatique à l'Assemblée générale et les Palestiniens, depuis les années 70, en ont fait usage pour faire passer des centaines de résolutions contre Israël. Comme on sait, les résolutions de l'Assemblée générale n'ont pas force de loi en droit international. Comme l'avait dit Abba Eban à l'époque, si les Palestiniens voulaient faire passer une résolution déclarant que la terre est plate, ils auraient une majorité à l'Assemblée générale. Maintenant, sur les faits, vous avez parlé d'un vol de terre, mais je vous rappelle que ces terres en question, elles étaient sous contrôle britannique jusqu'à 1948, elles étaient sous contrôle jordanien, et qu'elles n'ont pas de propriétaire inscrit. Ah bon ? Et aujourd'hui, c'est l'État d'Israël qui est en charge de ces terres. Est-ce que lorsque les Britanniques avaient construit à l'époque sur ces terres, où les Jordaniens, c'était également du vol, c'était eux les souverains ? En ce qui concerne ce que vous parlez des 2 systèmes judiciaires, il y a aujourd'hui le territoire de ce que les Jordaniens appelaient la Cisjordanie, ce que les Israéliens appellent la Judée-Samarie. Je vous rappelle que 98% de la population arabe est sous juridiction de l'autorité palestinienne. Dans les territoires C, qui sont toujours dans les territoires C, qui sont toujours sous juridiction israélienne. C'est effectivement un gouvernement militaire, puisque l'accord d'Oslo n'a toujours pas été conclu, enfin la partie finale, mais on parle d'une population... Il n'y a pas de partie finale. On parle d'une population de 48... On parle d'une population arabe de 48 000 personnes dans les territoires C. Tout le reste de la population arabe de Judée-Samarie et de Cisjordanie est sous le contrôle juridique de l'autorité palestinienne. Voilà, donc mettez les choses dans... C'est exactement la politique de l'État israélien qui dit, voilà, moi je ne suis pas responsable, moi je m'en fous royalement. Il y a un gouvernement palestinien, je ne vous ai pas interrompu, il y a un gouvernement palestinien avec son système juridique, comme on sait la situation aujourd'hui... Qui est complètement handicapé par les Israéliens, hein, complètement. Écoutez, vous voulez qu'on parle maintenant de l'histoire du conflit et pourquoi il est toujours pas résolu? Justement, on est en train de parler des implantations qui est le berceau de cette conflit. Alors les implantations, quand est-ce que le conflit a commencé? Est-ce que ce conflit a commencé en 1967? Non. Le conflit existait avant et par conséquent ces implantations ne sont pas la cause du conflit. Justement, c'est pour ça qu'on est en train de parler de pourparlers, on est en train de parler des frontières de 1967. Elles ne sont pas la cause du conflit,
puisque le conflit existait avant 1967. Et la preuve en là, est, il devient encore plus grand. Et la preuve en est, oui, mais vous ne pouvez pas. Il met en question royalement la possibilité d'avoir un État israélien du fait palestinien. Que le conflit existait avant que la première implantation n'ait été bien construite. Sûr qu'il y avait un conflit, bien Donc, sûr. Par conséquent, ce n'est pas la source du conflit. Ah bon, écoutez, ensuite, ces implantations elles-mêmes, je vous le rappelle, elles représentent 2% du territoire de Cisjordanie. Je vous en prie, je termine. Et par conséquent, on a vu dans le cas de la bande de Gaza que c'est également réversible. Est-ce que lorsque Israël a démantelé toutes ces implantations de la bande de Gaza, cela a apporté la paix? Non. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que vous décrivez. La situation est sûrement beaucoup plus compliquée que ça, et ce n'est pas en question de ce qu'on est en train de décrire ou non. Il faut comprendre que la responsabilité commence et se termine par le gouvernement israélien et par l'armée israélienne concernant le peuple palestinien, que ce soit à Gaza ou que ce soit dans les territoires occupés en Cisjordanie. Donc il faut comprendre que lorsque l'État israélien il s'en fout royalement du système de santé de près de 2 millions de Palestiniens, ça, on ne peut pas dire que voilà, le grand problème, c'est celui de l'autorité palestinienne qui gouverne ces territoires. Quand les Israéliens détruisent au lieu de construire des infrastructures, que ce soit de routes, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau courante, on ne peut pas dire que voilà, c'est de la faute de l'autorité palestinienne. Israël détruit des routes. Écoutez, Israël, elle a à Tzouketan en juillet. Je parle de la bande de Gaza comme je parle de territoires occupés en Cisjordanie. Donc je parle de deux sont des Palestiniens et il est inutile, c'est faux et c'est tort de les séparer en disant voilà, non, on n'est pas en train de parler de Gaza, on est en train de parler de Cisjordanie. Mais quand on parle des implantations, on continue à parler des implantations. Quand on parle de la destruction des hôpitaux, quand on parle de destruction du système éducatif, voilà, tout ça, quand on parle de la plus grande prison au monde, qui sont impossibles, ils ne peuvent pas partir nulle part, même pas à l'intérieur des villages palestiniens qui sont proches les uns des autres, parce que les routes sont des routes qui sont purement juives et que les Palestiniens n'ont pas le droit de monter dessus. De quoi vous parlez? Alors là, je peux pas. Vous parlez de la bande de Gaza, Israël s'est retiré de la bande de Gaza. Mais si, vous dites les hôpitaux détruits dans Tzouketan. Je vous ferai c'est la bande de Gaza pour évoquer et la bande de Gaza et la Cisjordanie. Merci Amir Badran, merci Emmanuel Navod.